Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3530 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce vendredi 2 janvier avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord en joueur connu, tiens, par exemple Claudio Echeverri, milieu offensif de l'équipe de Manchester City. Il était prêté sur cette première partie de saison à Leverkusen. Il jouait très peu, donc du coup son prêt a été cassé. Il devrait de nouveau être prêté à une autre équipe là, pour la deuxième partie de saison. Il fait aujourd'hui 20 ans. Echeverri. Eli Wahi, qui a l'avancement de Nice, ça a été officiel hier, son transfert de Francfort à Nice. Et il fête aujourd'hui ses 23 ans. L'attaquant niçois qu'on parlera bien sûr tout à l'heure. Egan Riley, un défenseur de l'Olympique de Marseille, fête aujourd'hui ses 23 ans. Par exemple, l'ancien parisien Carlos Soler, le milieu de terrain maintenant de la Real Sociedad, il fête aujourd'hui ses 29 ans. On continue les gars, on va parler d'une triste info. Donc concernant, vous savez ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous suivez les infos dans la nuit du réveillon, là, de mercredi à jeudi, l'incendie, qui a fait plus de 40 personnes décédées, c'est fou. Et il y avait un footballeur les gars, donc Taris Dos Santos, joueur de la réserve du FC Metz, a été grièvement blessé dans l'incident de Crans-Montana en Suisse. Donc le joueur de 19 ans a été grièvement brûlé et transféré par avion en Allemagne où il est actuellement soigné. Donc plus de 40 morts, comme c'est fou, et 115 blessés sont à recenser depuis bien sûr avant-hier. Donc toutes nos pensées vont vers les victimes de ce drame et leurs proches. Et concernant ce joueur de l'équipe B, regardez, on peut voir avec le brassard de capitaine du FC Metz, qui a été dans le groupe du FC Metz, le groupe A, lors du dernier match de Coupe de France. Et son agent réagit, donc Christophe Hutto, agent du joueur. Donc il a été transféré dans un service de grands brûlés en Allemagne. Donc je vous laisse imaginer l'état physique dans lequel se trouve malheureusement Tahir. Donc il n'a pas été placé sous respiration artificielle, donc il a retrouvé une capacité pulmonaire qui lui permet de ne pas être contraint à être mis sous assistance. Donc le 31 décembre au matin, donc le matin du drame, il m'a appelé pour me dire qu'il travaillait dur physiquement. Il m'a dit que l'objectif de la seconde partie de saison était d'intégrer définitivement le groupe professionnel du FC Metz, qu'il faisait tout ce qu'il fallait pour revenir bien sûr en grande forme. Donc Tahir venait de faire sa première apparition dans le groupe pro en Coupe de France, lors du week-end de Coupe de France avant bien sûr la trêve. Donc quand vous voyez un jeune fauché par un tel drame, vous vous dites pourquoi lui, c'est beaucoup trop tôt. J'espère qu'il ne verra pas son rêve brisé, mais le côté actuellement footballistique les gars n'est pas très important bien sûr aujourd'hui. L'important c'est qu'il retrouve son intégrité physique et morale bien sûr par rapport à ce terrible drame. Donc la première chose qu'il n'a cessé de demander au médecin en reprenant conscience, c'est où sont mes potes, parce qu'il était parti bien sûr avec des amis. Donc sa petite amie est également blessée assez sérieusement et hospitalisée. Donc je sais que les échanges qui ont lieu entre les parents de Tahir et le président ou le directeur sportif du FC Metz ont été d'une humanité. Donc bravo aux dirigeants du FC Metz. Donc concernant ce qui s'est passé concernant ce joueur aussi, on n'oublie pas tous ceux qui ont péri bien sûr lors de ce terrible drame. On continue les gars, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier. Il y avait quelques résultats en première ligue. Ça va aller très rapide parce qu'il n'y a eu que des matchs nuls et beaucoup de 0-0. Donc Sunderland, Manchester City, 0-0. Pourtant City les gars, ils avaient quasiment l'obligation de s'imposer après la victoire mardi d'Arsenal 4-1 face à Aston Villa. Ils avaient pris 5 points d'avance, il fallait gagner. Donc ils ont fait match nul 0-0. Donc à noter que Sunderland, comme équipe promue cette saison, intraitable face au cador de première ligue depuis son retour en PL. Le premier a déjà tenu tête à Arsenal, City, Liverpool, Chelsea, Aston Villa. En gros, les 5 premiers, ils n'ont pas perdu lors des matchs allés face à ces gros cadors bien sûr du championnat, l'équipe de Sunderland. Liverpool joue contre Leeds United, pareil les gars, 0-0. Rien à dire les gars sur le match, Liverpool a dominé mais n'ont pas réussi à marquer. La même chose pour Tottenham qui se déplace à Brentford, 0-0. Voilà. Donc il y a seulement eu un match où il y a eu match nul mais il y a eu un but, même 2 buts dans le match. C'est Palace contre Fulham, donc pareil un match nul mais un partout. Donc Mateta buteur à la 39e avant que Kearney égalise à la 80e. Et à noter que le premier but de 2026 est français. Et c'est Mateta bien sûr qui a marqué le premier but du 1er janvier on va dire. Donc il n'avait plus marqué en championnat depuis le 30 novembre quand même dernier. Mateta, c'est lui qui a ouvert le score. Son équipe a concédé le nul à partout. Et cette saison, c'est stats toutes compétitions confondues avec Palace, c'est pas mal. 29 matchs, 10 buts et 2 passes décisives pour l'attaquant français. Du coup les autres résultats, on avait parlé les gars, c'est vrai que sur cette journée de première ligue, en tout sur les 10 matchs, il y a eu 7 matchs nuls. Donc là les 4 d'hier, il y a eu aussi Manchester 1 partout contre Wolverhampton, West Ham 2 partout contre Brighton et 2 partout également entre Chelsea et Bournemouth. Il y a eu seulement 3 équipes qui ont gagné sur cette semaine. Everton 2-0, Newcastle 3-1 et Arsenal 4-1. Sinon que des nuls. Donc concernant bien sûr cette journée de PL. Donc aujourd'hui pas de match, ça reprend dès demain samedi les gars avec une nouvelle journée bien sûr du côté du championnat anglais. Et le classement ça donne quoi? Donc la bonne opération, c'est pour Arsenal bien sûr. Arsenal s'est imposé. Donc City a fait nul, Aston Villa perdu face à Arsenal, Liverpool ils ont fait nul, Chelsea ils ont fait nul, Manchester United ils ont fait nul, Sunderland ils ont fait nul. Dans les 7 premiers il y a seulement Arsenal qui ont gagné.
Donc voilà, parfait bien sûr. Le week-end pour les Gunners, donc 4 points d'écart entre Arsenal et Manchester City. A noter que le week-end prochain, tiens là ce week-end, il y a Manchester City-Chelsea qui va être très important. Donc voilà. Et Sunderland, tiens on parlait d'eux, c'est vrai que Sunderland, regardez, 7ème. C'est pas, n'oubliez pas que les 2 dernières années, les 3 équipes qui ont monté en PL, à la fin de la saison, sont à chaque fois descendues lors des 2 dernières années. Donc là pour l'instant Sunderland qui est actuellement promu, ils sont bien partis quand même pour rester dans le championnat de PL la saison prochaine. Bref, voilà ce qu'il y a à dire du côté bien sûr de cette première ligue. Aujourd'hui, reprise bien sûr des gros championnats. Ça y est les gars, ça reprend un peu partout. En Espagne, retour de la Liga ce soir. Le Rayo Vallecano contre Retafe, coup d'envoi 21h. Ça reprend également en Ligue 1. Avec le leader Lens qui se déplace à Toulouse ce soir à 20h45. En Serie A également, ça joue ce soir. Cagliari reçoit l'AC Milan. Donc voilà les 3 belles affiches là pour le retour des gros championnats. Enfin, en Italie, ça avait un peu joué. Il y avait une journée là pendant le fait de fin d'année. Mais en tout cas, en Ligue 1 et Liga, il n'y a pas eu de match depuis 2 semaines. Ça reprend bien sûr aujourd'hui. Du côté du Portugal, également le programme aujourd'hui avec le Sporting par exemple, qui se déplace du côté de Gil Vicente. Voilà, un autre match aussi, Guimarães National aussi du côté de la Liga portugaise. Voilà ce qu'il y a à dire sur le programme du jour. On bascule et on revient nous sur la première ligue. On a un peu parlé avant avec les résultats. Et on va parler d'une équipe Chelsea qui a fait 2 partout face à Bournemouth. Et hier, on avait parlé de Chelsea avec le coach. J'avais dit, en plus, c'était un de mes titres. J'avais dit, il va quitter Chelsea. Une sacrée surprise. Pourtant, ça allait plutôt bien. Et oui, c'est officiel, les gars. Enzo Maresca n'est plus l'entraîneur de Chelsea. C'est fini. L'entraîneur italien a souhaité partir. Il n'a pas été licencié parce que les résultats sont plutôt correct on va dire, mais c'est lui en gros qui a jeté l'éponge. Il a démissionné en gros, Enzo Maresca. Donc le communiqué officiel de la part de Chelsea par rapport au départ d'Enzo Maresca. Donc durant son passage au club, Enzo Maresca a mené l'équipe à la victoire en Conference League en Coupe du Monde des clubs de la FIFA l'été dernier face au PSG. Ses succès resteront une part importante de l'histoire récente du club et nous le remercierons pour sa contribution alors que des objectifs clés restent à atteindre dans 4 compétitions de la qualification pour la LDC. Enzo Maresca et le club estiment qu'un changement donnerait à l'équipe de meilleures chances cette saison. Voilà, nous souhaitons à Enzo Maresca le meilleur pour l'avenir. Donc voilà le communiqué officiel de la part de Chelsea par rapport au départ du coach. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Voilà, on voyait plutôt d'autres équipes qui avaient peut-être moins de changer leur coach, mais pas l'équipe de Chelsea et c'est fini. Voilà, donc c'est comme ça. Donc Enzo Maresca, on peut voir qu'il a resté plus de 547 jours sur le banc de Chelsea. C'est vrai, regardez, tous les derniers entraîneurs, il n'y en a aucun qui arrive à dépasser la barre, on va dire, des 1000 jours en tant que coach. Il y en a qui étaient proches. José Mourinho, 927 jours. Voilà, mais c'est vrai que, regardez, il y a eu Carlo Ancelotti, André Villas-Boas, Rafael Benitez, donc Antonio Conte, Franck Lampard, Thomas Tuchel. Tuchel, il est resté 589 jours. Donc lui, ça aurait été 547 jours. Donc on va dire 1 an et demi. Il est resté sur le banc de l'équipe de Chelsea. Et c'est fini. C'est vrai que Chelsea change beaucoup d'entraîneur. Bon, là, c'est lui. Des fois, les entraîneurs sont virés, alors que là, c'est lui qui a démissionné, on va dire. Et dire qu'Enzo Maresca avait remporté le trophée d'entraîneur du mois en première ligue il y a à peine 20 jours. Pour vous dire que ça se passait plutôt bien, parce que les résultats ont été bons. Il a remporté le trophée de l'entraîneur du mois, mais voilà, c'est une volonté de sa part de partir. Et il y a peut-être une part de Manchester City, les gars, par rapport au départ d'Enzo Maresca. On dit pourquoi Manchester City, qu'est-ce qu'ils ont à voir dedans? C'est leur futur adversaire, bien sûr, on sait à Chelsea ce week-end. Mais Enzo Maresca va informer Chelsea à 2 reprises, donc fin octobre et mi-décembre. Donc la mi-décembre, il y a 2 semaines à peu près, qu'il discutait avec Manchester City. Si le poste d'entraîneur se libérait, je me souviens cette info, j'en ai parlé je ne sais plus quand, il y a peut-être 2-3 semaines. J'avais dit que Enzo Maresca, les gars, ça peut être un entraîneur, ça sera l'entraîneur en gros qui devrait remplacer Pep Guardiola en cas de départ de Guardiola en fin de saison. Et peut-être tout se met en place, les gars, avec le départ d'Enzo Maresca. C'est pour préparer peut-être son arrivée du côté de Manchester City en tant que numéro 1 pour remplacer Guardiola, qui pourrait peut-être partir en fin de saison. Mais pas qu'Enzo Maresca, il était à City avant, il a été l'adjoint de Pep Guardiola. Donc voilà, tout on a l'impression en train de se mettre en place. C'est pour ça qu'il a voulu quitter Chelsea, parce que lui, son souhait, c'est certainement entraîner Manchester City. Et du coup, pour le remplacer du côté de Chelsea, j'ai vu actuellement c'est l'entraîneur, je crois, des jeunes, voilà, pour ce week-end. Et après, on annonce beaucoup Liam Rossignol, donc le coach en gros de Strasbourg. N'oubliez pas que Strasbourg et Chelsea ont le même propriétaire, donc ça facilite le deal entre les 2 clubs. Donc Liam Rossignol devrait quitter Strasbourg et prendre la tête de Chelsea. Donc le technicien anglais est désormais le grand favori pour prendre les rênes des Blues. Voilà, donc
Quand ça se fera, je ne sais pas, ça se fera là ce week-end, peut-être début de semaine prochaine. Voilà, Rossignol dirigera peut-être son dernier match avec Strasbourg ce week-end. Donc voilà, concernant ce qui s'est passé à Chelsea. Toujours tiens du côté de l'Angleterre et toujours avec un coach. Donc on va parler du coach de Queen's Park Rangers, Julien Stéphan, c'est un coach par exemple du Stade Rennais, estime que la défaite 7-1 de son équipe face à Coventry en août dernier a été fondatrice et pris 7-1. Voilà, Coventry 7, Queen's Park Rangers 1. Donc Coventry c'est historique parce qu'on prend 7 buts alors qu'on ne concède que 1,2 de XG. Donc les XG, vous savez, quand il y a 1 de XG, c'est-à-dire que tu mérites de marquer un but. Donc là, ils ont marqué 7 buts Coventry, donc c'est-à-dire que leur XG aurait dû être de 7 à peu près, il était seulement de 1,27. Donc c'est-à-dire qu'ils auraient mérité de marquer un but, ils en ont mis 7. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont rentrés dans la surface, ils ont marqué la preuve. 8 tirs cadrés, 7 buts. Donc voilà. Donc c'est la première fois dans l'histoire des datas, des statistiques, tout ça. Donc en interne, après ce match, on n'a reçu que des propos rassurants. Donc les joueurs ont senti du calme et de la sérénité. Derrière, on enchaîne avec 3 victoires de suite. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, Queen's Park Rangers c'est mieux. Ils sont actuellement 10e de championship. L'équipe entraînée par Julien Stéphan. On continue, on va parler maintenant Mercato. Et tiens, aujourd'hui c'est son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 23 ans, on a un peu parlé tout à l'heure, mais voilà, on va parler de son transfert parce que ça y est, c'est officiel. Elie Wahi est prêté à l'OGC Nice par l'Eintracht Francfort où il est arrivé quand même l'été dernier à Francfort, l'a acheté 25 millions d'euros l'été dernier. Donc le problème c'est que c'était le remplaçant entre guillemets d'Hugo Ekitike qui mettait tous les buts saison dernière. Donc ils ont investi une somme bien sûr récupérée de la vente de Hugo Ekitike sur Wahi. Le problème c'est qu'il a marqué 0 but. Voilà, donc du coup il est prêté pour les 6 prochains mois à l'OGC Nice, c'est officiel. Donc il a dit 6 mois pour tout donner. On espère qu'il puisse enfin relancer sa carrière parce que là 0 but depuis la saison dernière. Voilà, en plus il arrive dans une équipe en difficulté. À lui maintenant de marquer, parce que pour un attaquant on sait que voilà, il faut marquer pour être bon. Un autre transfert officiel, lui aussi on en avait parlé, je me souviens ces dernières semaines, ça y est c'est officiel parce que là on est sur le mercato hivernal, c'est Rémi Cabella. Et ben il rejoint le FC Nantes en prêt, donc il quitte l'Olympiakos pour 6 mois. Il est prêté, je ne sais pas si c'est une option d'achat ou pas, du côté du FC Nantes. Pour lui, retour en Ligue 1, Lucas a déjà joué à Lille, il a joué à Marseille, il a joué à Montpellier aussi dans le passé, il a joué dans pas mal d'équipes. Donc voilà, il va essayer d'aider le FC Nantes à se maintenir en Ligue 1. Un autre transfert officiel, vous avez vu, ça commence à s'enchaîner les transferts officiels, parce qu'on est en mercato là. Donc Aston Villa qui annonce la signature d'Alisson, donc c'est un jeune joueur de 19 ans en provenance de Grêmio. Je ne cache pas, je ne connais pas le joueur, mais en tout cas il débarque du côté d'Aston Villa. Voilà. Bon, je ne sais même pas il joue quelle position. Je pense, voilà, si c'est un Brésilien, voilà, 19 ans, ça doit être un crack bien sûr. Donc je pense qu'on va entendre parler très rapidement de lui. Du côté aussi de Crystal Palace, ça arrive les gars. Brennan Johnson, on en a parlé hier. J'ai dit qu'hier il était très proche de Palace. Il va quitter Tottenham. Et c'est fait Here We Go de Fabrizio Romano. Prix du transfert 40 millions d'euros que va débourser l'équipe de Crystal Palace pour s'offrir Brennan Johnson. Donc l'ailier gallois de 24 ans passe actuellement la première partie de sa visite médicale. Donc voilà, si tout est ok, dans la journée, peut-être demain les gars, ça sera officiel concernant ce joueur Brennan Johnson qui va rejoindre l'équipe de Crystal Palace. À noter que du coup, Tottenham, qui vont perdre Johnson, ils aimeraient avoir Magnus Saklouche pour le remplacer, donc le joueur de l'AS Monaco. À noter aussi West Ham, les gars, attaquent de partout sur ce début de mercato. Donc Valentin Castellanos, donc c'est un attaquant argentin de la Lazio, et Pablo arrive renforcer le secteur offensif, voilà, pour 29 et 23 millions d'euros. C'est pas encore officiel, mais ça devrait l'être très prochainement. Et aussi West Ham a négocié en plus de ça les prêts de Raheem Sterling et Adama Traoré, donc un joueur anglais et un joueur espagnol, ancien joueur du Barça par exemple. Traoré il avait été prêté à l'époque, donc voilà, ils vont peut-être faire ces 4 joueurs là, l'équipe de West Ham là, dans les prochaines heures. On va parler de Kobe Mino, donc il est déterminé lui à ne pas abandonner sa carrière à Manchester United parce qu'on sait que il aimerait avoir un peu de temps de jeu, un peu plus. Le problème, c'est que son temps de jeu est très restreint du côté de Manchester. En tout cas, lui, d'après des infos, on a l'impression qu'il souhaiterait réussir à Manchester malgré son temps de jeu très réduit. On continue, on va parler cette fois-ci de l'Olympique de Marseille. Avance notablement sur le dossier Abdelli, donc le joueur de Angers, joueur algérien qui joue actuellement la CAN, bien sûr avec l'Algérie. Donc l'intervention de Mehdi Benatia sur ce dossier a été cruciale. Le club phocéen a toujours eu coup d'avance sur Lyon pour le milieu du SCO, libre dans 6 mois. Donc on a parlé hier qu'Angers, on attendait au moins 4,5 millions d'euros pour le lâcher sur ce mercato de janvier. C'est beaucoup trop cher, surtout pour un joueur, les gars, qui sera libre, qui coûtera 0 euros dans quelques mois. Mais en tout cas, Marseille est très intéressé. Il pourrait faire, bien sûr, Abdelli, mais peut-être pour une somme bien inférieure que les 4,5 millions d'euros que veut l'équipe d'Angers. On va parler cette fois-ci du Paris FC, a proposé 23 millions d'euros aussi à Angers, les gars, pour Sidiki Chérif. C'est vrai qu'Angers pourrait perdre Abdelli et aussi
Sidiki Chérif, les gars. Donc Angers a refusé et en demande 30 millions d'euros pour lâcher leur joueur. Donc Villarreal est également chaud sur le dossier concernant Sidiki Chérif. On va parler d'Hendrick. Voilà, Hendrick, un nouveau joueur de l'Olympique Lyonnais. Hier, Lyon a sorti une vidéo par rapport à ses premiers pas du côté de l'OL. Et Kamavinga est un brave, donc il a pris le soin de prévenir Hendrick de ne pas porter de vert en signant du côté de Lyon. Parce que le vert c'est les couleurs de Saint-Etienne, on sait la rivalité entre Lyon et Saint-Etienne. Voilà, en gros, parce que sur cette petite vidéo, en gros, qui dure à peu près 2 minutes, et on peut voir un message de Kamavinga, en gros, qui lui dit... En gros frère, ne porte pas de vert, c'est les couleurs de l'équipe rivale de Lyon. Donc pour lui c'était du blanc, il est arrivé mais pas de vert sur lui. Hendrick. Et toujours avec Hendrick, il a déjà fait un énorme carton médiatique du côté de Lyon. La vidéo de son arrivée, pas cette vidéo là, qui est sortie même si elle fera encore beaucoup de vues, mais la vidéo en gros de son arrivée officielle du côté de Lyon, sur le compte Instagram du club, a dépassé les 17 millions de vues. C'est un record absolu pour Lyon. Jamais une vidéo en gros sur leur compte Instagram avait fait autant de vues en gros. Donc l'été dernier, celle de Morton, qui est arrivée par exemple à Lyon, n'avait même pas atteint les 3 millions de vues. Et là, elle est déjà à 17 et va encore augmenter. Donc c'est une grosse hype du côté de Lyon. N'oubliez pas que Lyon joue demain contre Monaco à 17h. Je ne sais pas s'il sera dans le groupe ou pas, j'en sais rien. On a peut-être parlé plutôt du prochain match contre Lille en Coupe de France. Mais en tout cas, beaucoup de supporters, bien sûr, veulent voir à l'œuvre le joueur du Real qui est prêté 6 mois. N'oubliez pas, il retournera à Madrid dès le 1er juillet prochain. On continue avec un certain Sergio Ramos. Des nouvelles de Ramos, déjà il est sans club actuellement. Pas d'équipe, il a quitté le CF Monterrey. Son souhait, lui, c'est de revenir en Europe et essayer de faire une belle deuxième partie de saison et jouer surtout la Coupe du Monde avec l'Espagne. En tout cas, Ramos, on a l'impression, c'est pas une impression parce que c'est sûr, qu'il souhaite racheter le FC Séville. Voilà. Donc l'ancien joueur du club andalou a soumis une offre formelle d'achat. Il dirige un groupe d'investisseurs intéressés par le rachat du club. Voilà, lui et des amis à lui, des investisseurs, souhaitent racheter le FC Séville, club où il a joué bien sûr dans le passé. Donc on verra si ça va se faire ou pas. Si, je sais pas, par exemple, s'il rachète le FC Séville, pourquoi pas ne jouer aussi, rejouer au FC Séville 6 mois. Il a joué 2 fois. Il avait joué en tout début de carrière, il avait rejoué avant de partir du côté du Mexique. Donc concernant Sergio Ramos. On va parler un peu de la Coupe d'Afrique des Nations. N'oubliez pas que les 8e de finale commencent demain, samedi. Aujourd'hui, c'est encore, on va dire, un jour off. Vendredi, ça commence demain avec un Sénégal. Sénégal-Soudan, je crois, premier match à 17h. En tout cas, on va parler de 2 équipes qui ont fait carton plein. L'Algérie et le Nigeria sont les seules nations à avoir fait un perfect en gros. Dans les phases de poule de la CAN, 3 matchs, 3 victoires. Et ces 2 nations pourraient se retrouver dès les quarts de finale parce que si elles s'imposent lors de leur 8e de finale, elles sont dans la même partie de tableau, donc elles s'affronteront en quart de finale. Voilà, ces 2 nations. À noter que l'Algérie a déjà, comme je parlais hier, peut-être ceux qui n'ont pas vu l'épisode, déjà fait 2 fois carton plein, 3 matchs, 3 victoires en phase de poule, 2 fois, en 90 et 2019, et 2 fois elles ont gagné, elle a gagné la CAN, compétition. Est-ce que de nouveau, ça sera reproduira cette année? On verra. Toujours avec la Coupe d'Afrique des Nations, on va parler d'une équipe qui a énormément floppé. C'est le Gabon. Eux, c'est plutôt 3 matchs, 3 défaites pour le Gabon. Et incroyable, le gouvernement du Gabon prend des décisions hallucinantes après la CAN 2025 et qui n'a pas été bonne. Donc, dissolution du staff technique. Donc, tous ceux du staff, c'est fini. Tous virés. Suspension de l'équipe nationale jusqu'à nouvel ordre. Mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang et de Bruno Ekwelemanga. Pas trop ce qu'ils ont fait les deux. Et le gouvernement invite également la Fédération gabonaise de football à prendre toutes ses responsabilités. Regardez, c'est le communiqué officiel. Moi, je vous apprends rien. Moi, je relis ce qui se dit. Fait à Libreville le 1er janvier 2026. Donc, c'était hier. Voilà, donc la mise à l'écart des joueurs. Bruno Ekwelemanga et Aubameyang. Donc, c'est-à-dire que pour eux, le Gabon, c'est fini. Voilà, en gros, en compte tenu de la prestation déshonorante des Panthères, on dit en gros que c'est une honte, en gros, les 3 matchs, 3 défaites. Et du coup, voilà, ils ont envoyé quand même un gros communiqué. C'est une dinguerie. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de Elias Benseguir, donc ancien joueur par exemple de Monaco, maintenant il est à Leverkusen. J'ai pleuré moi quand on m'a dit que je n'allais pas à l'Olympique de Marseille. Donc lors de la saison 2019-2020, Benseguir, alors âgé de 14 ans, passe sa 2e année au Pôle Espoir d'Aix-en-Provence, donc un centre de formation on va dire, et suscite l'intérêt de plusieurs centres de formation parmi eux, le Havre, l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Et il dit en gros lors de cette interview tout simplement qu'il a pleuré parce que lui il voulait vraiment la Marseille, en plus Aix-en-Provence à côté de Marseille, il voulait rejoindre le centre de formation de l'OM et ça s'est pas fait. Il dit même à l'heure d'aujourd'hui, je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi ça ne s'est pas fait. J'étais encore jeune et j'écoutais ma famille, parce que peut-être sa famille lui ont dit non, on va pas à Marseille, va plutôt ailleurs. Et il est parti ailleurs. Donc j'ai fait le choix aussi pour ma famille car elle a voulu choisir la sécurité et pensait que Marseille n'était pas le bon endroit pour moi pour évoluer.
Voilà en gros pourquoi il n'a pas rejoint le centre de formation de Marseille. Il dit en gros qu'il a pleuré après ça. On continue toujours avec Marseille, même le PSG et le Paris Saint-Germain domine le classement des ventes de maillots en 2025 sur foot.fr. Donc déjà c'est un site français. Donc, voilà. Donc le Paris Saint-Germain et le maillot. Le club qui a vendu le plus de maillots, surtout en plus avec cette saison historique bien sûr, avec la LDC de se remporter. Beaucoup de supporters du PSG ont voulu s'offrir le maillot de l'année où il y a la Ligue des Champions qui a été remportée. Donc Marseille, le deuxième club, a vendu le plus de maillots. Real Madrid 3e et le Barça 4e. Il y a Lyon par exemple 6e ou même Lens 9e. A noter que c'est un Foot.fr, donc c'est un site, une boutique française bien sûr, parce que sinon dans l'Europe ou même dans le monde, c'est souvent le Barça ou le Real Madrid aux deux premières positions bien sûr des ventes de maillots, souvent le Barça qui est numéro 1. On continue avec l'Arc de Triomphe, c'est illuminé aux couleurs du PSG, le visage d'Ousmane Dembélé s'est apparu donc avant-hier pour le nouvel an. Donc quand on a basculé à 2026, donc il y avait un magnifique show du côté des Champs-Élysées, puis déjà on peut voir l'Arc de Triomphe en rouge et bleu, les couleurs du PSG, et sur l'Arc de Triomphe on a pu voir aussi le visage d'Ousmane Dembélé par rapport bien sûr à cette année 2025 qui est incroyable pour lui, et ce ballon d'or bien sûr remporté septembre dernier. On continue avec un autre Parisien, c'est Vitinha qui lui sacré personnalité de l'année 2025 par le journal Abola. Donc Abola les gars c'est un peu l'équivalent du journal L'équipe en France, donc c'est le premier média on va dire sportif là-bas au Portugal, et ils ont mis personnalité de l'année, c'est Vitinha. Donc Abola honore le talent, la constance et l'influence d'un joueur qui a marqué le football cette année avec classe, intelligence et dévouement sur le terrain. Et dans ce journal donc Vitinha il revient sur sa saison avec le PSG. Il a dit 2025 a été l'année de ma véritable confirmation. Je sais que 2025 a été l'année de ma véritable confirmation et que j'ai alors senti la reconnaissance de tous, mais je pense que j'avais déjà réalisé de très bonnes saisons auparavant, mais là on va dire que cette année 2025 a été la meilleure pour lui, même si elle n'était peut-être pas aussi viable. Au final tout le monde reconnaît mon travail, je suis très heureux car c'est aussi important bien sûr pour moi. Et Vitinha évoque aussi le coaching de Luis Enrique. Il a dit ce qu'il me demande beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que nous nous entraînons tous les jours et que nous savons déjà nous savons ce que nous devons faire lors des rencontres. Et toujours avec Vitinha, vu qu'on parlait de lui là, avec personnalité de l'année du côté du Portugal, et en 2019 Porto remportait la Youth League face à Chelsea en finale. Pourquoi on parle de Vitinha? Parce que Vitinha avait joué cette finale en gros. Donc Fabio Vieira et Vitinha est alors considérés comme deux des plus gros phénomènes de cette génération du FC Porto. On avait aussi du Diego Costa ou même du Fabio Silva côté portugais. De l'autre, il y avait des joueurs comme Marc Guéhi, Conor Gallagher, Madsen. Regardez déjà la compo lors de cette finale entre Porto et Chelsea. C'était les centres de formation, c'était l'équipe U19, c'était la Youth League, comme je dis, la Marc Guéhi qui est maintenant à Palace, les gars, était là. On peut voir Billy Gilmour qui est aussi là, ou même Conor Gallagher qui joue maintenant à l'Atlético Madrid, et côté bien sûr côté Porto, Diogo Costa qui est maintenant bien sûr en équipe pro, Fabio Vieira, et Fabio Vieira il avait été remplacé par Vitinha. Vitinha a commencé sur le banc et Vitinha était rentré en jeu, et ils avaient remporté cette Ligue des Champions 2019, je crois, cette équipe de Porto. On peut voir Vitinha là au premier niveau, donc il a sacrément évolué bien sûr, le joueur maintenant du Paris Saint-Germain. On continue avec Thierry Henry, complètement sous le charme de Julián Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid. Donc Henry, il a dit c'est l'attaquant le plus complet de ces dernières années. Il presse, il peut garder le ballon, marquer des buts sur coup franc. Il a déjà marqué pas mal dans sa carrière. Donc il joue les Jeux Olympiques, la Copa América, tout. Il ne se plaint pas d'être fatigué, je l'adore. Voilà, donc en gros, Thierry Henry est très fan en gros de Julián Alvarez. Toujours du côté de l'Atlético Madrid, on va parler de la plaque de Thibaut Courtois. Parce qu'il avait une plaque devant le Wanda Metropolitano par rapport à ses 154 matchs joués dans le passé à l'Atlético. Maintenant, il joue chez le voisin, le Real Madrid. Et la plaque en l'honneur de Thibaut Courtois aux abords du Metropolitano a été retirée. Elle a été souvent vandalisée depuis l'arrivée du Belge dans le club rival de Madrid, donc du côté du Real. Donc souvent, elle a été vandalisée, cette plaque, avec de la peinture, avec un mot. Là, on peut voir un P, un T, il manque un U pour faire le mot complet. Voilà, donc du coup, l'Atlético a dit voilà, ça sert à rien, elle est tout le temps vandalisé, on la retire. Voilà, donc il n'y a plus de plaque de Thibaut Courtois devant le Metropolitano. Officiel, Jordi Cruyff, un nouveau directeur technique de l'Ajax Amsterdam. Le fils de la légende, Johan Cruyff, prend les rênes du projet sportif à Amsterdam. Il avait été du côté du Barça, je ne sais plus quel rôle il avait à l'époque.
était peut-être le directeur technique, on va dire, du Barça. Mais là, c'est fini à Barcelone. Il retourne à l'Ajax Amsterdam, où son père avait été une légende, bien sûr, dans le passé. Donc, voilà, concernant Jordi Cruyff. Toni Kroos est en interview. L'adversaire le plus difficile, a dit N'Golo Kanté. On avait l'impression qu'ils étaient deux sur le terrain. On réalise vraiment pas qui est cet homme, bien sûr, un Kanté, qui est un magnifique joueur. Hein. C'est dommage pour moi, je trouve qu'il joue en Arabie Saoudite, parce qu'on parle beaucoup moins de lui. Je kifferais le revoir en Europe. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans 6 mois, Kanté. Hein. Oui, peut-être revenir, peut-être l'été prochain en Europe, on verra. J'espère qu'il aussi sera convoqué pour la Coupe du Monde. Je ne sais pas s'il sera titulaire, mais au moins rien que dans le groupe de l'équipe de France, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, voilà, Toni Kroos, il sait que c'est un joueur incroyable, bien sûr. N'Golo Kanté. Tiens, toujours avec l'équipe de France, hein, Mathieu, on va parler de la Coupe du Monde, qui commence là dans moins de 6 mois. Hein. Donc, Cérel Duvert monte pour le maillot extérieur des Bleus à la Coupe du Monde de 2026. Hein. Donc, le design du maillot rendra hommage à la Statue de la Liberté, qui symbolise les liens entre la France et les États-Unis. N'oubliez pas que la Statue de la Liberté, c'est la France qui l'avait offert aux États-Unis il y a beaucoup d'années. Bon, bref, ce maillot, les gars, devrait être disponible à la vente en mars prochain. Et surtout, la couleur dominante devrait être cette couleur-là. Vert menthe, en gros les couleurs de la Statue de la Liberté qui est vert en gros, donc ça va être le maillot extérieur, donc le maillot domicile, hein. Couleur dominante bien sûr devrait être le bleu. Toujours tiens avec cette année 2026, année de Coupe du Monde, hein. Donc l'année où Mbappé va encore marquer l'histoire de la Coupe du Monde, peut-être, hein, bien sûr on espère. Donc il était déjà le meilleur buteur de l'histoire des finales avec 4 buts. C'est qu'un coup, la dernière il a mis un triplé, incroyable, hein. Et surtout que tu mets un triplé, tu ne gagnes pas la finale, ça c'est fou. Et celle d'avant il a marqué un but, on se souvient contre la Croatie, donc 4 buts, c'est le meilleur buteur des finales de Coupe du Monde. Mbappé peut aussi devenir le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Et les 5 buts et c'est réglé, c'est totalement faisable, hein, surtout quand on voit le nombre de matchs qu'il y aura plus de matchs, hein, bien sûr, lors de la prochaine Coupe du Monde. Donc le record, c'est toujours l'Allemand Miroslav Klose en 24 matchs, il a marqué 16 buts. Donc lui, il ne jouera plus parce qu'il est en retraite, bien sûr. R9, 15 buts en 19 matchs. Kirk Müller, c'est 14 buts en 13 matchs. Hein. Juste Fontaine, qui est un ancien joueur de la France, les gars, il a marqué 13 buts en 6 matchs. Alors lui, c'est fou, il a marqué quasiment un doublé sur chaque match joué. Donc Messi, c'est 13 matchs, 26 buts. Messi peut peut-être encore lui marquer. Et Mbappé, c'est 12 buts en 14 matchs. Mais Mbappé, donc Messi, on pense que ça sera sa dernière Coupe du Monde. Alors qu'Mbappé, on pense qu'il va jouer celle-là. S'il n'y a pas de blessure, on espère pour lui, il pourra peut-être enchaîner encore avec 2 autres Coupes du Monde, voire peut-être une 3e, voilà, on ne sait jamais, mais au moins 2, donc c'est-à-dire qu'il reste encore au moins 3 Coupes du Monde, et s'il continue à marquer pas mal, voilà, donc là il a 4 buts pour égaler Klose et 5 buts pour avoir le record. Je pense qu'Mbappé, voilà, il y a des chances, hein, bien sûr, qui laisse ce record très prochainement. Donc voilà, on espère bien sûr qu'Mbappé puisse battre ce record et pourquoi pas ramener une nouvelle Coupe du Monde à la France. Toujours avec cette équipe de France, hein, donc dernière danse aussi pour Deschamps, c'est que Deschamps après la Coupe du Monde ça sera fini. On sait que Zidane a de fortes chances de devenir le sélectionneur des Bleus et surtout dans un pays qui ne le sourit pas. Voilà, les États-Unis. Pourquoi? Parce que la Coupe du Monde 1994 avait été aux États-Unis, ça avait été une Coupe du Monde ratée. C'était 4 ans avant la première victoire, hein, des Bleus en 98 en France, mais en 94 aux États-Unis, ça avait été un flop. Hein. Donc reste à ce jour le plus gros échec de sa carrière avec l'équipe de France. Il peut changer l'histoire parce qu'aux États-Unis, ça avait été un échec. Hein. La France, je ne sais même pas s'ils avaient sorti des poules. Donc là, voilà, on peut dire quasiment 30 ans après, il va retourner aux États-Unis, voilà, pour essayer cette fois-ci, en tant que coach, hein, plus en tant que joueur, mais de ramener bien sûr une nouvelle étoile pour les Bleus. Et à noter que l'équipe de France a joué quand même 4 des 7 dernières finales de la Coupe du Monde. Ça, c'est quand même aussi très fort, hein, ce qu'ils ont réalisé. La France, hein, il y a eu 2 victoires, hein, contre la Croatie et le Brésil, 2 défaites contre l'Italie et contre l'Argentine, mais 4 finales jouées sur les 7 dernières, c'est quand même très fort, hein, je ne sais pas ce que vous en rendez compte. Donc seule l'Allemagne a fait mieux dans l'histoire, 5 entre 66 et 90, donc la France est devenue une terreur planétaire, hein, et on doit confirmer ce statut, c'est vrai. C'est vrai que l'équipe de France, hein, voilà, n'importe qui parle de la France dit que c'est une équipe favorite, hein, bien évidemment. Regardez, les 2 dernières Coupes du Monde, tu vas en finale, donc là oui, l'équipe de France encore avec le statut de favori. Voilà. Maintenant il va falloir essayer de la regagner cette Coupe du Monde. La France, hein, a peut totalement le refaire. Hein. Et pour finir, tiens, la dernière info du jour, et pour finir avec cette Coupe du Monde, parce qu'on va en parler de plus en plus vu que le mondial arrive petit à petit, hein, et Infantino annonce avoir reçu 150 millions de demandes de places en 15 jours pour le mondial 2026. 150 millions de personnes demandées. Tiens, j'aimerais avoir des places pour ce match-là. Hein. Malgré toutes les informations que vous pouvez lire concernant les prix, voici les chiffres réels. Hein. Donc pendant les 15 jours de précommande, nous avons enregistré en moyenne 10 millions de demandes par jour. Hein. Les États-Unis, enfin en Allemagne et le Royaume-Uni étant en tête. Voilà, en Allemagne, par exemple, chaque jour 10 millions de demandes par jour pour avoir suivre les matchs de la Mannschaft. Voilà. On aurait pu remplir l'équivalent de 300 ans de Coupe du Monde. C'est félicité le président de la FIFA lors du sommet mondial du sport à Dubaï. Voilà. Donc en tout cas, les matchs, hein, seront, enfin,
pour les grosses nations, États-Unis, Allemagne, tout ça, seront à guichet fermé bien sûr ces matchs. Pour la prochaine Coupe du Monde et les places seront très chères vu la demande bien sûr pour aller suivre ces rencontres. Donc voilà les gars, en clôture cet épisode avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.